Systématiquement, ces politiques d'austérité sont en train petit à petit d'aboutir à une logique où nous perdons systématiquement du droit, où nous payons systématiquement plus, au motif que derrière il faudrait être sobre, sous-entendu, respecter la rigueur et la logique de décroissance. Alors nous ne sommes pas d'accord avec cette logique du marche ou crève. Nous nous opposons frontalement, par exemple, face à cette espèce de débat sur la transition énergétique, sur lesquels on nous explique qu'il y a plein d'emplois qui seraient pseudo-polluants, donc il faut les supprimer, sans nous expliquer par quoi on va remplacer ces emplois polluants, mais simplement au titre de la décroissance. Alors il y en a un qui veut inverser la courbe du chômage, en attendant ils sont en train d'inverser la courbe du chauffage, mais je ne suis pas sûr que ça règle le problème de la précarité énergétique pour l'ensemble des 8 millions. Au contraire, ça va systématiquement l'aggraver, puisque nous nous retrouvons petit à petit avec des niveaux de ressources qui sont moindres, des niveaux de protection qui sont moindres, moins de services publics parce que vous avez 20 milliards qui est perdu, auxquels s'ajoutent 140 milliards annuels perdus dans ce qu'on appelle les niches fiscales et sociales, et donc qui sont 140 milliards qui sont volatilisés, perdus pour les services publics, perdus pour le financement des politiques publiques, y compris éventuellement sur un champ social ou en matière de santé, et qu'il faut bien à un moment donné payer. Vous payez des fois, déjà si vous êtes imposable, vous payez déjà si vous avez la chance d'avoir un emploi par vos cotisations en lien avec une logique de salaire différé, et vous payez aussi avec un système de taxes, tout ça pour que vos droits ne cessent de baisser et qu'on vous demande au bout du bout d'aller sur une logique de protection individuelle par des systèmes de mutuelles ou d'assurance privée individuelle, parce que le système collectif du service public ou de la protection sociale ne sera plus en capacité de répondre malheureusement à nos besoins. La sobriété, c'est le quatrième des trois mousquetaires. Il sert donc l'austérité. Alors l'austérité, c'est pas une surprise, le TSCG dont on a parlé, dont vous parlez dans votre résolution, le traité qui grosso modo constitutionnalise presque l'austérité et la rigueur de façon permanente au niveau national. Mes camarades, on nous explique qu'il faudrait aller à 0% de déficit public à horizon 2017. Que l'endettement public français est à 94% du produit intérieur brut. Irresponsable. Vous n'avez même pas de réaction là-dessus. C'est vachement grave. 94% du PIB. Vous en foutez. Vous avez raison. On s'en tape. Mais on s'en tape complet. Vous voulez acheter quelque chose. Nous, on veut acheter quelque chose. Nous, bande de pauvres. On va s'endetter. On a besoin pour le boulot, pour l'appart du gamin, on a besoin pour se loger, on a besoin pour vivre, certains pour manger, on a besoin de s'endetter. On a besoin de 20 000 euros, de 50 000 euros, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous faites quand vous endettez? Sur quoi on calcule le niveau de l'endettement? Sur les 10 ans, les 15 ans liés à votre remboursement d'emprunt. La dette est étalée et elle est comparée à votre niveau de ressources sur une quinzaine, je ne sais pas, sur une dizaine, sur une vingtaine d'années. Et là, on vous explique que le niveau d'endettement français, qui est un niveau qui a démarré il y a plus de 100 ans, qui va continuer encore pendant des années, vous le comparez à quoi? Le PIB d'une année. Si je compare vos 50 000 euros d'emprunt à votre rémunération ou à votre ressource sur une année, effectivement, je pense, je ne connais pas votre niveau de ressources, qu'il va y avoir de quoi s'inquiéter. On va peut-être mettre à 120, 150, 300%. Mais parce que ça n'a aucun sens. Ça n'a tout simplement aucun sens. Expliquer l'endettement d'un pays en le comparant sur la richesse produite pendant une année n'a strictement aucun sens. Donc on pourrait être à 115% du PIB, on s'en tape complet. À l'après-guerre, l'état de l'endettement français, il était à 145% du PIB. La réponse, elle a été d'emprunter plus pour créer les 30 Glorieuses.
Donc le niveau d'endettement français aujourd'hui, ou le niveau de déficit public, n'a aucune importance. Qu'il soit à 3% annuel en matière de déficit, à 5, à 0, ça n'a aucune incidence. Preuve en est, soi-disant, personne ne respecte le niveau imposé par l'austérité des 3% de déficit public annuel. Les taux d'emprunt n'ont jamais été aussi bas. Pourquoi? Parce que les marchés, ceux qui peuvent prêter, ne vont pas prêter aux individus, ne vont pas prêter à l'industrie, ne vont pas prêter à l'économie réelle qui est en catastrophe. Le seul endroit qui est sûr, le seul endroit, la seule chose qui ne peut pas faire faillite, contrairement au discours politique, ce sont les États-nations. Ça veut dire quoi, un État en faillite? Ça veut dire quoi? La population est réduite en esclavage pour aller travailler au black, pour rembourser les dettes globales que l'État a consenties. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un État en faillite? Ça n'a tout simplement aucun sens. Ça n'existe pas. Il y a d'ailleurs un préalable. L'Argentine. Les Américains, les banques américaines expliquent en Argentine, vous nous devez tant, vous nous devez tant, vous nous devez tant, vous me faites chier. Je vous dois combien? Des milliards, et des milliards, et des milliards de dollars. Vous avez raison. J'ai une bonne nouvelle, laquelle je ne rembourse pas. Annulation des dettes. Mais vous ne pouvez pas, bah viens les chercher mon gars. Viens chercher ton fric, quand tu veux. Ton fric, entre nous soit dit, notre fric, qui sert de spéculation et d'être placé sans le savoir au niveau de l'ensemble des États par des gens que nous n'avons jamais mandatés pour gérer notre argent comme cela. Parce que ce n'est pas eux qui produisent la richesse, c'est bien l'ensemble des travailleurs, de l'ensemble des États. La réalité, elle est là. Si l'argent n'a pas d'odeur, réfléchissons quand même au principe du fait que l'argent est bien un propriétaire.